Depuis l'invention du cinéma, les romans, mythes, légendes et même événements historiques ont été le support de productions visuelles variées, qu'il s'agisse d'une adaptation fidèle ou plus libre, et même avant au travers de fiction audio. Avec le XXIe siècle, un nouveau média s'impose, le jeu vidéo. C'est alors sur ce support que les héros d'antan sont modernisés et remis au goût du jour. Par exemple, Batman, le célèbre super-héros de la maison d'édition DC Comics, est inspiré directement de Sherlock Holmes, protagoniste des romans et nouvelles éponymes de Sir Arthur Conan Doyle. Lors de sa première apparition dans le Detective Comics numéro 27, l'homme chauve-souris affronte celui qui restera son antagoniste préféré, le Joker, génie criminel tantôt loufoque, tantôt terrifiant. Il est lui aussi inspiré d'un personnage majeur de la littérature, à savoir Gwynplaine, de L'Homme qui rit de Victor Hugo. Ces deux personnages, initialement issus de romans graphiques, ont su s'ouvrir à d'autres médias, avec en premier lieu une série et des films. Dont le plus emblématique est réalisé par Tim Burton avec Michael Keaton dans le rôle titre et Jack Nicholson en interprète du fameux clown Prince du Crime, est sorti en 1989. Et à partir de 1986 aux jeux vidéo avec le premier jeu Batman sur Amstrad, CPC, MSX et ZX Spectrum. Toutefois, la série de jeux la plus emblématique du justicier masqué reste celle de l'Arkhamverse. Série débutée par Batman Arkham Asylum, jeu d'action-aventure infiltration sorti le 28 août 2009 sur PS3 et Xbox 360 et le 18 septembre 2009 sur PC en Europe. Nous allons, dans le cadre de nos études, étudier l'influence de l'esthétique victorienne et steampunk dans le jeu vidéo du XXIe siècle, que ce soit au travers d'influences diverses comme vu précédemment avec Batman, ou des simples adaptations. Les termes peuvent vous sembler un peu flous, il convient donc déjà de définir ce qu'est le steampunk et surtout ce qu'est l'esthétique victorienne. Tout d'abord, l'esthétique victorienne, comme exploitée dans nos recherches, se caractérise par une littérature gothique et romantique de 1837 à 1901, ainsi que tout ce qui provient de cette époque, comme l'architecture, des technologies, principalement à vapeur, le style vestimentaire, les personnages importants, etc. Ensuite, concernant le steampunk, Tim Powers, Auteur steampunk originaire de Buffalo qui a écrit de célèbres romans comme Les Voix d'Anubis ou Les Pêcheurs du Ciel. dit « Je n'en sais rien, à première vue, je dirais que ce sont des aventures dans le Londres victorien avec beaucoup d'engrenages et de dirigeables. Il s'agit en effet d'une uchronie. » Univers alternatif où l'histoire est réécrite à partir de la modification d'un événement passé. Basé sur l'Angleterre victorienne où la vapeur est la principale source d'énergie. Nous appuyons cette étude sur 3 jeux utilisant différemment ces inspirations, de manière plus ou moins pertinente, à savoir Alice Madness Returns, Assassin's Creed Syndicate et Dishonored. Commençons par Alice Madness Returns, jeu d'action-aventure plateforme édité par Electronic Arts et développé par Spicy Horse. Sorti en Europe le 16 juin 2011 sur PS3, Xbox 360 et PC, il s'agit de la suite directe du jeu American McGee's Alice et donc d'une adaptation très libre du roman Through the Looking Glass, suite d'Alice's Adventures in Wonderland de Lewis Carroll, publié le 26 novembre 1865. Si l'on parle ici d'adaptation libre, c'est parce que le jeu prend place après la mort des parents d'Alice dans un incendie, alors que celle-ci est internée dans un asile psychiatrique, imaginant un univers jonglant sans cesse entre le merveilleux et le malsain, le beau et l'angoissant. La quête du joueur est ici de savoir si Alice a bien provoqué l'incendie responsable de la mort de ses parents, le jeu varie entre la réalité, à savoir l'Angleterre de 1860, et le rêve. Alice est ici nommée Alice Liddell, nom de la véritable jeune fille ayant inspiré le personnage du roman initial. En effet, Lewis Carroll était véritablement ami avec cette petite fille, pour laquelle il écrit en 1864 Alice's Adventures Underground, histoire inspirée d'une promenade en barque qui constituera le premier exemplaire du célèbre roman paru en 1865. Les autres personnages sont adaptés fidèlement, tout en restant cohérents avec l'univers du jeu. Par exemple, le Chapelier Fou conserve son chapeau emblématique, mais porte une tenue renvoyant fortement une camisole. Un autre personnage parfaitement adapté, que ce soit l'univers mais aussi le système de jeu, est le chat de Cheshire. En effet, celui-ci arbore une apparence squelettique, ainsi qu'un sourire fortement dérangeant en totale adéquation avec l'univers malsain du jeu. Là où le personnage devient réellement intéressant dans le cadre d'une œuvre vidéoludique, c'est qu'il possède aussi un rôle didactique. Ainsi, il guidera le joueur à travers les niveaux en apparaissant de façon soudaine, inattendue et inopportune tout le long du jeu pour lui donner des indices, comme il le fait dans le roman de Carroll, où il guide Alice à travers le pays des merveilles, ce qui en fait une adaptation à la fois libre et très fidèle. Outre les personnages, l'univers et par extension l'architecture des niveaux est lui aussi parfaitement adapté à un jeu vidéo de type action, aventure, plateforme. Les jeux de plateforme se caractérisent par une série d'actions demandant à un joueur de maîtriser au mieux les déplacements de son personnage dans des environnements où la difficulté augmente progressivement, avec parfois des objets à récolter et des phases de réflexion. Dans le terrain de jeu burlesque et parfois féerique que constitue le pays des merveilles, Alice peut se déplacer avec fluidité,
à travers les éléments du décor et rencontrer divers obstacles directement tirés de l'œuvre originale. De plus, les parties de thé organisées par le lapin blanc et le chapelier sont un moyen efficace de proposer des niveaux à la difficulté relevée. Les environnements de jeu prêtent aussi à l'exploration, malgré une structure très linéaire. En effet, chaque objectif nécessite le passage du joueur d'un point A à un point B, chemin parsemé d'obstacles en tout genre, qu'il s'agisse d'ennemis inspirés de l'œuvre de Carroll ou liés au contexte du rêve ou du traumatisme, comme des fous du thé, des soldats cartes ou le bourreau. Pourtant, les environnements parcourus fourmillent de détails et d'objets à récupérer, poussant le joueur à fouiller dans tous les coins explorables, ou à tout simplement prendre le temps d'apprécier les décors magnifiques en marquant une pause dans ses objectifs. L'adaptation se montre aussi particulièrement pertinente avec le personnage d'Alice. Nous avons évoqué précédemment comment le personnage était adapté à l'univers du point de vue de l'histoire et de sa psychologie, mais il est aussi intéressant de parler de ses capacités. En effet, des éléments provenant directement du livre ont ici été utilisés pour les phases de plateforme et d'aventure du titre d'Electronic Arts. Ainsi, Alice se servira de sa robe pour planer de plateforme en plateforme et réaliser des doubles voire triples sauts. Le double saut étant une mécanique habituelle des jeux de ce type depuis Dragon Buster, jeu de plateforme édité par Namco et sorti en 1985 en arcade et porté en 1987 sur Famicom et MSX. Celle-ci utilisera aussi son ombrelle afin de se protéger des attaques des ennemis et pourra riposter à l'aide de son couteau de cuisine, d'un cheval-bâton ou encore d'une théière et d'un moulin à poivre. Le désir d'adaptation originale des éléments du livre dans un média vidéoludique étant poussé que les développeurs donnèrent aux joueurs la possibilité de réduire la taille du personnage d'Alice à tout moment, référence directe au début du roman. Il s'agit donc d'une excellente adaptation de roman au monde vidéoludique, proposant à la fois des idées originales, une vision personnelle de l'univers à disposition et de nombreuses façons audacieuses d'employer les éléments de l'œuvre de Carroll dans le cadre d'un jeu vidéo, l'influence de la période victorienne étant ici utilisée avec soin et maîtrise, bien qu'il s'agisse d'une simple adaptation de roman, méthode souvent utilisée par les éditeurs afin de proposer des titres peu inspirés et dénués d'intentions artistiques propres. Outre les œuvres littéraires de l'époque, un aspect du contexte victorien souvent adapté est tout simplement la période historique. C'est ici que Assassin's Creed Syndicate, de la série Assassin's Creed, développée par Ubisoft Montréal et édité par Ubisoft, nous est utile. Assassin's Creed Syndicate est sorti en octobre 2015 et a été très apprécié par les fans de la série. Il s'agit d'un jeu d'action, infiltration et aventure mettant en scène deux jeunes assassins, Jacob et Evie Fry, qui vont se battre et assassiner dans toute la grande ville de Londres durant la période de la révolution industrielle. Le système de jeu habituel de la série est donc logiquement adapté à cette époque, tout en restant très similaire à celui des jeux précédents. Mais le plus intéressant reste à venir, puisque ce jeu fait de nombreuses références historiques. Par exemple, comme le jeu a mis dans son histoire différents gangs londoniens, nous pouvons les analyser afin de trouver de nombreuses références placées. En effet, un des gangs de ce jeu est directement tiré de plusieurs bandes réelles de l'époque. Commençons par le nom, The Blighters, est repris du célèbre gang Peaky Blinders, opérant à la fin du 19e siècle et ayant fait l'objet d'une adaptation au format télévisuel. Il y a plusieurs facteurs qui montrent ces ressemblances avec les 40 Elephants et les 40 Thieves. D'abord, par le statut de ses membres qui ne sont que des ouvriers d'une faible classe sociale, ensuite, par la composition de celui-ci qui est constitué d'hommes et de femmes, ce qui est rare à cette époque. D'autre part, le positionnement géographique des Blighters dans Londres est exactement le même que celui des gangs réels, c'est-à-dire Westminster et Southwark, qui sont deux quartiers au milieu de la ville. Ensuite, vient les leaders de ces gangs, car eux aussi ont été représentés dans le jeu. L'un de ces leaders est une femme nommée Bloody Nora, directement inspirée de la réputée Alice Diamond, connue pour avoir dirigé les 40 Elephants et les 40 Thieves. Elle a notamment inspiré ce personnage par son goût vestimentaire très masculin et sa facilité à se confondre dans la foule et son habitude à voler les diligences pour fuir. L'autre personnage, qui a aussi occupé une place très importante dans tous les gangs de Londres, Billy Kimber, a également été représenté dans le jeu sous le nom de Maxwell Roth. Billy Kimber a été l'un des plus grands criminels de son époque puisqu'il a trempé dans tous les plus grands coups, s'il n'en est pas tout simplement l'élaborateur. Dans Assassin's Creed Syndicate, des quêtes secondaires, nommées récits londoniens, permettent aux joueurs de rencontrer des personnalités de l'époque en accomplissant des tâches pour eux. Dickens en faisant partie, on peut lui proposer nos services pour l'aider dans des enquêtes policières. Charles Dickens, célébrité de son vivant, demeure l'une des plus importantes sources d'informations sur le Londres du XIXe siècle. Connu à la fois comme un géant de la littérature et comme un activiste, Dickens a consacré son œuvre à la vie de la classe ouvrière londonienne. Ces enquêtes policières font sûrement référence au livre que Dickens a écrit, Histoire policière. À travers la première mission que Dickens nous donne, nous rencontrons un personnage des légendes anglaises datant de l'époque victorienne, qui est Spring Hill Jack,
que l'on retrouve aussi dans la dernière mission qu'il nous donne. Bien sûr, on peut aussi rencontrer des célébrités telles que Darwins, Marx et la reine Victoria, et chacun donneront diverses missions. Bien sûr, l'influence historique se voit aussi dans le système de jeu par la machine à vapeur, qui est souvent présente dans les missions, sûrement pour mettre en avant le fait que le jeu se passe durant la période victorienne. Ensuite, l'utilisation de la diligence comme mode de déplacement renvoie à cette époque et peut être considérée comme une référence historique de par ses ornements, ses décorations et la coloration du bois, ainsi que le style et les formes qui donnent un aspect des goûts de cette époque. Enfin, il y a l'avancée technologique des armes et principalement les armes à feu qui, comparées aux précédents jeux, sont plus avancées, puisqu'on passe d'armes à un coup à revolver à plusieurs coups et même à l'apparition du pistolet semi-automatique. Pour les armes de corps à corps, on passe à la canne-épée, plus en lien avec ce contexte historique que les épées médiévales des jeux précédents. Il s'agit d'une arme inventée à cette époque, souvent utilisée par les personnes de la haute société pour se défendre face au peuple des quartiers prolétaires. L'architecture est aussi un facteur pour montrer l'inspiration historique du jeu par rapport à cette époque, puisqu'en effet, les environnements magnifiques que le joueur parcourt renvoient directement à ceux de la période victorienne, aujourd'hui référence en la matière. On y retrouve donc les pavés dans les rues, les lampadaires typiques de cette ère, ainsi que les bâtiments grands et larges, constitués de multiples appartements, avec les grandes fenêtres appartenant à cette époque. Les développeurs ont d'ailleurs déclaré avoir reproduit les environnements à partir de photographies d'époque. Concrètement, Assassin's Creed Syndicate peut être comparé à un roman à clé. Ce genre romanesque où les personnages sont directement inspirés des figures réelles, où l'intrigue reprend les principaux éléments d'une histoire vraie. Puisque comme dans ceci, on retrouve de nombreuses références et clins d'œil à des personnages, figures historiques et divers faits passés. Ce jeu utilise donc dans les grandes lignes des éléments historiques de cette époque pour proposer une expérience vidéoludique relativement similaire aux jeux précédents. Le cadre est principalement employé de façon esthétique, comme support à des mécaniques existantes dans d'autres jeux du même type, avec un contexte différent. À présent, que se passerait-il si nous mélangeons des engrenages, de la vapeur et la période victorienne ? Si vous nous avez écoutés, vous le savez déjà, le steampunk, mélange entre histoire et littérature, ce mouvement, d'abord littéraire puis esthétique, est basé sur une uchronie. À un certain point de notre histoire, ici la première révolution industrielle, un changement se produit, créant ainsi un univers rétro-futuriste. On y retrouve alors toutes nos technologies, mais basées sur l'énergie d'alors, la vapeur. Esthétiquement, il existe plusieurs franges du steampunk, mais on s'accorde souvent sur ces éléments. Des tenues d'inspiration victorienne, des mécanismes omniprésents, et parfois un côté post-apocalyptique. C'est donc dans une société fondée sur la vapeur et remplie d'inventions fantastiques dignes de la science-fiction que se déroule Dishonored, le troisième jeu que nous aborderons ensemble. L'intrigue tourne autour d'une épidémie de peste inspirée de la propagation de choléra à l'époque. En effet, en 1854 a sévi une épidémie dans le quartier de Broad Street, en plein cœur de Londres. Le contexte est donc non seulement utilisé pour l'univers et le scénario, mais aussi directement au sein des mécaniques de jeu. Ainsi, le joueur aura l'habilité de prendre le contrôle de rats. Les rats ont en effet une mauvaise réputation, due à leur rôle de propagateur lors des épidémies, surtout celles que nous avons déjà évoquées. Afin d'évoluer dans l'univers et d'accomplir les nombreux objectifs. Malgré les références plus qu'explicites à l'histoire londonienne, le jeu prend place dans la ville futuriste de Dunwall, aux environnements totalement steampunk. L'architecture du niveau pousse à l'infiltration, bien qu'une certaine liberté soit laissée au joueur quant à sa manière de jouer et la direction qu'il doit prendre. Cela influe sur le scénario du jeu, ses décisions faisant office de choix moraux. L'esthétique est poussée jusqu'au bout, avec par exemple des armes au design très particulier et des technologies plus poussées que dans notre monde. La vapeur reste leur principale source d'énergie, mais comme dans notre réalité, l'huile de baleine est aussi très importante. À cette époque, la baleine était chassée pour leur graisse et leur huile, qui servaient à l'éclairage public avant l'invention de l'éclairage au gaz ou des lampes à pétrole. Dans Dishonored, néanmoins, elle représente des animaux mystiques associés à la spiritualité et l'esthétique. Décrits comme des créatures de beauté et de tristesse, elles possèdent de nombreuses nageoires pectorales et de tentacules autour de la bouche cachant leurs dents triangulaires. Ces étranges créatures sont aussi au centre d'un culte voué à l'outsider qui les utilise pour créer des charmes et augmenter ses pouvoirs. En effet, cet être prétendu mi-ange, mi-démon est à la source de toute magie en ce monde. Malheureusement pour les fanatiques de l'outsider, la chasse et le commerce de baleines sont strictement réglementés par l'organisation, équivalent fictif de la Compagnie des Indes, organisme gérant le commerce entre Angleterre et ses colonies. En utilisant le steampunk, Dishonored tire donc ses inspirations de la littérature victorienne comme du contexte historique, ce qui en fait une œuvre diversifiée et à l'univers particulièrement riche. Toutefois, celle-ci s'écarte de ses principaux modèles pour proposer des éléments tantôt fantastiques, tantôt bien plus ancrés dans la réalité du 19e siècle,
proposant un monde cohérent et aux nombreuses possibilités, améliorant ainsi son système de jeu. Ce jeu constitue donc l'adaptation la moins fidèle parmi nos exemples, mais paradoxalement la plus aboutie, car sachant proposer une empreinte et un univers véritablement unique et personnel. Au travers de ces 3 exemples, nous avons vu différents aspects de l'adaptation en jeu vidéo de cette période particulière et de son esthétique unique. Que ce soit au travers de la littérature, de l'histoire ou d'un mouvement plus récent, nous avons vu à quel point une adaptation peut être inspirée mais ne rien apporter de nouveau, être uniquement esthétique ou même créer un univers à part entière. En effet, au travers de mythes, personnages et lieux emblématiques, le règne de la reine Victoria s'est imposé dans l'imaginaire collectif comme une référence culturelle forte. C'est pour cela que de tout temps, sur tout format, les différents médias se sont emparés de cette époque. Bien que relevant parfois plus du fantasme historique que du travail d'historien, les jeux vidéo, en tant que médias relativement jeunes, ont su se réapproprier ce qui fait l'essence de cette esthétique. Dans les précédentes adaptations romanesques ou cinématographiques, les spectateurs étaient toujours limités par la vision de l'auteur et par le cadre imposé par la narration. Apportant ainsi un nouveau souffle à ce poncif que l'on pourrait penser usé jusqu'à la corde, l'interactivité du média vidéoludique permet de rejouer et de revivre à sa façon sa propre idée de l'esthétique victorienne.